Vous êtes avec Léa et Léa dans Alimentation sans filtre. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 6 du coup d'Alimentation sans filtre. Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie qui touche beaucoup de personnes. C'est une pathologie qui est assez complexe et qui peut être très handicapante au quotidien. Donc pour ça, je suis toujours avec ma binôme Léa. Bonjour tout le monde. Et on a décidé d'inviter donc Jules Berthaud, gastro-entérologue. Bonsoir tout le monde. Donc on va essayer de vous apporter des solutions. Voilà, en fait dans cet épisode, l'objectif c'est de mettre en lumière les causes, les symptômes de ce syndrome et aussi de voir comment on le diagnostique et quelles solutions on peut apporter au syndrome du côlon irritable. C'est ça, exactement. Donc, on va peut-être commencer par le définir. Donc, qu'est-ce que le syndrome de l'intestin irritable, Jules ? Alors, le syndrome de l'intestin irritable, déjà, on peut l'appeler différemment maintenant. On peut l'appeler le désordre des interactions de l'axe cerveau-intestin. Et donc, c'est ce qu'on appelait anciennement les troubles fonctionnels intestinaux ou syndrome de l'intestin irritable. Qu'est-ce que ça touche ? Ça touche beaucoup de personnes. Ça touche 4 à 5% de la population en Europe. Donc, ça fait peut-être 3 millions de personnes en France et ça fait 35 millions de personnes en Europe. Waouh, ok, donc c'est quand même énorme. Moi, je voyais un petit peu sur les stats, j'ai vu qu'il y avait à peu près 5 millions de Français qui étaient touchés. Toi, comment ça se passe ? Comment tu le diagnostiques ? Comment tu peux justement te dire que ça touche autant de personnes en fin de compte ? C'est une pathologie qui est mal comprise. On définit mal les facteurs déclenchants, on définit mal sa physiopathologie, et donc, du coup, on définit mal exactement le cadre nosologique et les patients qui rentrent dedans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pourraient rentrer dedans, et beaucoup de personnes qui pensent être dedans, qui en fait ne devraient pas l'être. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est une pathologie qu'on diagnostique depuis seulement quelques années. Une pathologie assez nouvelle. Et il y avait beaucoup de personnes, en fin de compte, de patients qui me disent qu'ils ont un peu subi un désert médical, dans le sens où on leur disait que c'était dans leur tête, ils n'avaient pas vraiment de réponse, en fin de compte, ni de solution à leurs symptômes, alors que il y avait quand même des souffrances derrière liées à tout ça. Donc c'est bien que de plus en plus on arrive à en parler. C'est vraiment l'objectif là du podcast, c'est de mettre en lumière un peu les symptômes et les causes possibles. Est-ce que tu peux nous parler des causes, justement ? Oui, les facteurs déclenchants, il y en a beaucoup. La fatigue, le stress, donc le stress en général, un voyage, un changement de mode de vie, un choc émotionnel important, post-infectieux, si on a une infection, on peut avoir un trouble fonctionnel derrière, l'anxiété, l'angoisse et l'alimentation. Donc dans l'alimentation, c'est surtout les produits ultra transformés maintenant qui ont montré que ça favorisait à la fois les syndromes inflammatoires avec les troubles fonctionnels intestinaux, mais aussi les autres maladies, type maladie de Crohn, etc. Et concrètement, comment on va différencier le diagnostic d'un syndrome du côlon irritable d'un autre trouble fonctionnel ? On utilise des critères qui s'appellent les critères de Rome, qui sont assez anciens. Donc il faut que les symptômes soient présents depuis au moins 6 mois. Il faut que ça soit présent au cours des 3 derniers mois régulièrement. Donc pas juste une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 15 jours. Il faut qu'il y ait des douleurs abdominales, au moins un jour par semaine, et qui soient associées soit à des douleurs associées au fait d'aller aux toilettes ou pas, c'est-à-dire on a mal au moment où il faut y aller, soit à un changement de fréquence des selles, donc constipation ou diarrhée, soit un changement de forme des selles, donc soit la fréquence, soit les formes. Les ballonnements, c'est un symptôme très fréquemment défini, mais ça ne rentre pas dans la définition. D'accord. Ah, c'est ça, parce que moi, je le vois avec mes patients, généralement, les symptômes qui me sont reportés, c'est ça, c'est qu'on a des énormes ballonnements. Les femmes peuvent même me dire, j'ai l'impression d'être enceinte. Ouais, d'avoir le ventre gonflé, en digestion. C'est ça, exactement. Alternance, constipation, diarrhée. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des dominances. Donc, tu peux nous expliquer un peu, toi, potentiellement, les examens que tu peux faire passer ? Je pense qu'il faut faire des examens systématiquement. Une prise de sang qui va rechercher une anémie, une inflammation, une carence en vitamines qui va être significative. Donc une carence en vitamine D, c'est les 2 tiers de la population, donc ça va pas avoir de valeur. On va dépister la maladie cœliaque avec les anticorps contre la maladie cœliaque.
La thyroïde, c'est aussi quelque chose qu'il faut vérifier systématiquement parce que c'est la première maladie auto-immune chez les femmes et une hypothyroïdie, ça va donner de la constipation. Donc, c'est un truc qu'il faut faire fréquemment. Et ensuite, on peut aller pousser plus loin les examens. Si on a un syndrome, si on a un trouble fonctionnel intestinal, version diarrhée, on fait une calprotectine fécale pour rechercher une inflammation dans les selles. On peut faire une échographie du tube digestif. Donc ça, c'est une échographie un peu spéciale qui commence à se développer. Et après, on peut discuter d'une fibroscopie, d'une coloscopie qui doit être systématique à partir de 45 ans. Avant, ça dépend si on a des symptômes, des signes, des points d'appel. Moi, c'est déjà arrivé que je reçoive en cabinet des patients qui ont beaucoup de symptômes, des douleurs digestives, des selles qui sont irrégulières. Et en fait, ils vont vers un gastro-entérologue, ils font un examen, souvent c'est la coloscopie. Et quand la coloscopie, elle annonce rien de particulier, ils ressortent effectivement avec ce diagnostic du trouble de l'intestin fonctionnel. Mais en réalité, il n'y a rien d'autre qui est mis en place derrière. Moi, c'est souvent ce que j'ai comme cas patient. C'est une pathologie qui est très fréquente, qui est mal connue, donc il y a beaucoup de gastro-entérologues qui sont mal à l'aise avec ça. Il n'y a pas énormément de traitements en France qui sont proposés. Il va y avoir des régulateurs du transit, donc pour la diarrhée ou pour la constipation. Il va y avoir des antispasmodiques qui sont assez simples, mais il n'y a pas de traitement miracle. Ouais. Et donc, on se retrouve vite dépourvu. Et c'est vrai que dans la formation de gastro-entérologue, on n'est pas non plus diététicien. Et donc, on se retrouve très vite largué par les questions sur l'alimentation. Est-ce que je peux manger ça ou pas à part les 3 aliments les plus fréquents, j'en ai pas d'idée. Et moi, j'oriente vers Léa. C'est ça. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mettre un peu... en tête, d'avoir en tête les symptômes, de se dire que quand on coche un petit peu ces symptômes-là, aller d'abord voir un gastro-entérologue, tout à fait, faire des examens complémentaires, et une fois qu'il y a le mot syndrome du côlon irritable, là effectivement on peut mettre en place des solutions alimentaires, médicamenteuses. Tout à fait, ouais. En fin de compte, on écarte surtout toutes les autres pathologies. Et à la fin, on se dit, vu que c'est pas une maladie de Crohn, vu que c'est pas une maladie cœliaque, une rectocolite hémorragique, on pose le diagnostic au final de syndrome de l'intestin irritable. Le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, c'est pas un diagnostic d'élimination, sauf après 50 ans, où là, tu dois éliminer une pathologie, polype, cancer, autre. Sinon, c'est un diagnostic positif. Donc, tu fais un bilan de débrouillage, il n'y a pas de critères de gravité. Donc, par argument de fréquence, c'est un syndrome de l'intestin irritable. Tu mets en place les traitements, la prise en charge diététique, psychologique s'il y a besoin. Et ensuite, si ça ne marche pas, tu te poses la question et tu peux lancer d'autres examens, par exemple la coloscopie. Mais ça reste un diagnostic positif et pas un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire que chez quelqu'un de 30 ans qui va très bien, hormis ça, tu n'es pas censé pousser tous les examens jusqu'au bout. Tu dois faire juste un débrouillage. Okay. Et en fait, on disait qu'il y avait plusieurs symptômes et il y a des syndromes du côlon irritable qui vont peut-être plus se voir par le fait qu'il y ait de la constipation et d'autres par le fait qu'il y ait de la diarrhée. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a 4 entités. Ouais. Il va y avoir le syndrome de l'intestin irritable type diarrhée, le syndrome de l'intestin irritable type constipation qui est le plus fréquent, le syndrome de l'intestin irritable qui est mixte, avec une alternance diarrhée-constipation. Et après, il y a une forme indéterminée où en fait, c'est des douleurs liées à la défécation avec des ballonnements, mais pas vraiment ni de constipation, ni de diarrhée, ni d'alternance. Plutôt sur le transit, les douleurs, mais pas forcément sur les selles. Concrètement, on se concentre, nous, sur le type constipation et le type diarrhée. Et l'alternance diarrhée-constipation, les traitements vont être les mêmes que celui de la constipation. Donc, on va les assimiler. Et finalement, dans notre tête, on réfléchit en soit diarrhée, soit constipation, puisque ce n'est pas les mêmes traitements. Ok. Donc, c'est important que les patients ils sachent que finalement, ce n'est pas que lorsqu'on a une constipation qu'on peut être sujet au syndrome du côlon irritable, mais ça peut être aussi quand on a des diarrhées ou une alternance ouais, tout à fait. Ouais. Okay. C'est vrai que c'est compliqué pour le coup. On le voit bien que c'est compliqué déjà de 1 à diagnostiquer, c'est compliqué de 2 pour la personne dans son quotidien. Ouais. En fait, si demain, par exemple, tu dois aller au boulot et que d'un coup tu as une crise et que tu as la forme diarrhéique, c'est hyper handicapant. Moi, j'en ai vu beaucoup qui s'empêchaient de sortir ou s'empêchaient d'aller au resto avec des amis ou qui développent carrément des peurs alimentaires. Moi, j'ai des patients qui, finalement, quand ils sortent de chez eux, qui vont dans un lieu public ou privé, qui cherchent les toilettes en premier
pour s'assurer que s'ils mangent quelque chose, ils auront accès aux toilettes. Donc oui, ça montre qu'effectivement, ça impacte même le quotidien en fait. Ah, mais il y en a, comment t'expliques d'ailleurs ça qu'il y ait justement cette sensation qu'il faut aller aux toilettes, mais de manière impérative. C'est d'un coup, il y a cette envie pressante. Plusieurs possibilités. Premièrement, tu as une hypermotricité intestinale. Donc, tu as un réflexe naturel qui est le réflexe gastrocolique. Donc, quand tu manges, tu actives ton côlon pour faire de la place. Et donc, si tu as une hyperactivité de ce réflexe, en fait, tu vas hyperactiver ton côlon dès que tu vas manger un peu trop gras ou un peu trop copieux. Et là, du coup, c'est la débâcle qui arrive et c'est l'urgence. Tu as des cas de syndrome de l'intestin irritable qui vont avoir des troubles périnéaux associés. Et donc, ça peut être plus fréquemment chez les femmes après les accouchements, par exemple. Ça va amplifier des troubles qui sont minimes et où normalement on arrive à équilibrer ça par soi-même. Et finalement, le fait d'avoir, par exemple, un hyper-réflexe plus un trouble périnéal qui fait qu'on a une tonicité qui est un peu moindre, et du coup, ça va faire basculer dans le côté pathologique. Juste pour revenir un petit peu sur les causes, on a parlé aussi de l'anxiété, du stress, de changement. Comment réellement ça va pouvoir créer les symptômes, mais aussi créer le syndrome lui-même? Si tu veux, je peux répondre différemment. Oui. Je peux te dire tous les facteurs physiopathologiques qui peuvent donner le syndrome de l'intestin irritable. Il y en a beaucoup, et on en a identifié 9. Il y en a d'autres qui sont en cours de recherche. Et souvent, c'est pas un seul de ces facteurs, c'est plusieurs à la fois. Donc il y a l'hypermotricité intestinale, qui peut être de n'importe quelle partie, de l'estomac, qui va faire une vidange trop vite, donc les aliments sont mal digérés, donc ça va te faire une diarrhée parce que après c'est mal absorbé. Ça peut être de l'intestin grêle, donc tu vas avoir trop de liquide qui va apparaître dans le côlon, donc le côlon va pas avoir le temps de l'absorber, ou ça peut être le côlon, par exemple, quand tu manges et que tu as un réflexe trop important. Tu as en deuxième une micro-inflammation du tube digestif, donc c'est pas une inflammation comme dans la maladie de Crohn, mais on montre dans les nouvelles études qu'il y a quand même un peu des lésions microscopiques. Il y a une augmentation de la perméabilité intestinale, et donc on ne sait pas qui est l'œuf ou qui est la poule, qui entraîne ou qui est la cause d'un déséquilibre du microbiote, qui est la 4e cause. Ensuite, il y a une hypersensibilité du tube digestif, et donc ça va être une perception anormale des mouvements qui sont normaux. Donc ça peut rentrer ça peut favoriser les douleurs. C'est-à-dire que quand ton bol alimentaire passe dans les intestins, toi tu le sens pas. Donc si tu as une hypersensibilité, en fait tu vas le sentir passer de manière pathologique. Il peut y avoir une anomalie de l'activation cérébrale, et donc ça veut dire que l'influx nerveux va arriver normalement au cerveau, mais le cerveau va l'hyper amplifié, donc on ne sait pas pourquoi encore. Et il y a des anomalies, même au niveau de la moelle épinière, des signaux de la douleur. Et donc ça revient à peu près au même, sauf que c'est pas au même endroit. La sérotonine, qui fait partie des hormones du bien-être, sont sécrétées majoritairement dans l'intestin. Donc on a envie de se dire que quand on a un trouble du microbiote ou de la perméabilité, forcément il va y avoir une dérégulation de cette sécrétion. Et il y a les acides biliaires aussi, a priori, avec la vésicule biliaire si on a été opéré ou pas, qui peuvent être relargués de façon anarchique ou pas, et donc ça va modifier la façon de digérer. Okay. On est beaucoup sur la perception, en fin de compte. Oui, bien sûr. Le syndrome de l'intestin irritable, par définition, on ne trouve rien au bilan. Il y a du coup, ce qu'on est en train de découvrir, c'est à l'échelle microscopique finalement, et comme on ne le comprend pas encore bien, on n'a pas de traitement précis. Donc là, oui, tout ça, c'est ce qui va venir créer les symptômes. Et en fait, ceux qui peuvent être en lien avec des situations de stress ou être déclencheurs, c'est peut-être ce qui est en rapport avec la sérotonine ou l'axe cerveau-intestin aussi, qui peut aller dans le sens du cerveau à l'intestin et pas seulement de l'intestin au cerveau. Tout à fait. Dans les périodes de stress et d'angoisse, on interprète les signaux de la douleur différemment, que ça soit intestinal ou ailleurs, donc ça a probablement un rôle. Y a une étude qui est sortie il y a 1 ou 2 ans qui montrait que lorsqu'on crée des lésions dans le côlon d'une souris, on pouvait hyperactiver une partie du cerveau, donc détectée à l'IRM. On laisse les souris cicatriser et puis on va réactiver cette partie précise du cerveau avec une aiguille. Et ça recrée des lésions dans le côlon, alors qu'on a juste activé le cerveau. Et donc c'est la preuve pour la première fois que une hyperactivation quelque part dans le cerveau d'une souris
mais crée des lésions authentiques dans le côlon physiquement visualisables. Donc il y a très probablement encore des choses à découvrir et qu'on connaîtra peut-être dans 10 ans. Ah, c'est ça, on n'est pas encore tout à fait au point, mais pour généraliser le profil type, en tout cas, que je peux avoir en consultation de patients qui vient du coup avec un diagnostic de syndrome d'intestin irritable, c'est une personne qui est en période de stress, de surmenage. Et du coup, généralement, il y a les ballonnements, il y a tous les symptômes qu'on a pu citer. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye justement d'avoir une approche alimentaire, hein, tout simplement. Donc, ce qu'on va mettre en place, c'est dans un premier temps un régime en fait de restriction. Donc, en tout cas, je vais justement expliquer à la personne ce qu'est le régime sans FODMAP. Donc, les FODMAPs qui sont justement des mono et polysaccharides, du coup, donc ce sont des sucres hein, concrètement qui vont fermenter au niveau du tube digestif. Pour les citer, en tout cas, les FODMAPs, on va avoir donc le lactose, qui est le sucre du lait, donc qu'on retrouve quand même dans énormément de produits alimentaires. On va avoir le fructose, donc qu'on retrouve beaucoup dans le règne végétal. Le fructane, qui est surtout dans tout ce qui va être le blé, les produits céréaliers. On va l'avoir dans l'ail, dans l'oignon également. Et on aura aussi le galactane, qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est légumineuse ou les légumes goitrogènes, les choux, tout ce qui fermente bien. Et on a aussi des polyols, donc tout ce qui finit par ol, sorbitol, maltitol, qu'on retrouve dans beaucoup de produits pour sportifs, parce qu'en fait, ils sont utilisés comme édulcorants naturels. Donc, ça fait un bon gros paquet, et surtout, voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre, nous, c'est notre métier. Donc, forcément, ça nous semble normal, j'ai envie de dire, d'entendre ces termes. Mais parfois, j'ai l'impression de parler un autre langage quand je explique ça à mes patients. Quand je dis maltitol, sorbitol, galactane, je les perds totalement. Ouais, et ce qu'il faut bien expliquer avant de mettre en place ce régime restrictif, c'est important qu'il y ait un diagnostic qui soit posé. Donc, commencez d'abord par aller voir un gastro-entérologue. C'est lui qui va vraiment pouvoir vous diagnostiquer et poser le mot syndrome du côlon irritable. Et après, vous pouvez commencer cette démarche diététique. L'objectif du régime FODMAP, c'est d'essayer de comprendre quels aliments vont créer des fermentations qui sont à l'origine de vos symptômes. Parce que finalement, tous les aliments qui contiennent des FODMAPs ne sont pas toujours à l'origine des symptômes. Donc, l'idée, c'est d'arriver d'abord à peut-être essayer de supprimer l'ensemble des aliments qui contiennent un FODMAP. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur du long terme parce que c'est trop restrictif. Et donc après, de vérifier en les réintroduisant au fur et à mesure et en étant aidé par une diététicienne, lesquels sont à l'origine des symptômes, lesquels ne le sont pas. L'objectif, c'est de finir ce régime en ayant pointé des aliments très précis à l'origine des symptômes. Non, mais c'est ça, c'est hyper complexe parce qu'il y en a, par exemple, ça va être vraiment le fructose. Fructose qu'on retrouve dans beaucoup de fruits, par exemple, tout ce qui va être... pommes, poires, c'est très fermentescible, donc ça va être compliqué. Il y en a d'autres, ça va être plutôt sur tout ce qui est légumineuse, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges. Si on se fait un peu une assiette type, généralement les légumes qui passent bien pour donner un peu des infos à ceux qui nous écouteraient, qui ont le syndrome, on va être sur... tout ce qui va être des épinards, par exemple, ça passe très bien. On peut avoir des courgettes aussi également, les cœurs de palmier, c'est possible. Tout ce qui est salade, également, ça, il n'y a pas de problème. Concombre aussi. Donc on a surtout pas mal de légumes feuilles aussi qui sont bien tolérés. On a aussi les carottes, tomates, ça passe aussi. Pour tout ce qui va être produits céréaliers, on va essayer de limiter bien sûr tout ce qui va être à base de blé. Et le gluten reste assez inflammatoire, même si c'est pas un FODMAP et que c'est une protéine. On peut, dans un premier temps, quand même essayer de le mettre un peu de côté. Donc, souvent, à chaque fois, je propose le quinoa, tout le monde fait la tête. Toi, je sais que t'adores. Ils mangent ça tous les midis. C'est une bonne solution, ouais. Ouais, c'est ça. Toi, tu proposes quoi? Ta quinoa, pommes de terre? Maïs aussi, tout ce qui est à base de maïs. Alors maintenant, il y a beaucoup de dérivés en grande surface. L'avantage, c'est qu'avec tout le côté sans gluten, vous avez beaucoup plus de choix en grande surface qu'il y a 10 ou 20 ans, quoi. Donc, il y a d'autres mélanges de céréales qu'on peut utiliser, le millet, le sarrasin, même pour les pains, du coup, plutôt des pains à base de sarrasin, pains à base de maïs, voilà.
Clairement. Et par contre, faites attention parce que parfois, il y a marqué sur le packaging pain au sarrasin. Et en fait, quand on regarde vraiment, il y a un mélange de farine et il y a quand même de la farine de blé. Donc, ça demande aussi une lecture d'étiquette de votre part, tout simplement, pour être sûr que vous ne faites pas une entorse, en tout cas, au régime d'éviction. De toute façon, après, les protéines, viande, poisson, œufs, c'est le seul groupe dans lequel il n'y a pas de sucre. Donc, c'est aussi le seul groupe où forcément les personnes peuvent se faire plaisir et peuvent y aller un peu les yeux fermés, quoi. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà reçu des personnes qui étaient végétariennes et avec lesquelles on mettait en place le régime FoodMap. Il faut arriver à trouver des solutions et à les adapter en fonction de chacun. C'est ça. Donc, gardez bien en tête, quand vous êtes atteint du syndrome du côlon irritable, c'est important de faire une prise en charge diététique. L'idée, c'est pas de supprimer tous les aliments qui créent des douleurs. Parfois, on peut être dans le faux aussi, se tromper d'aliments sur un repas. Commencer à supprimer trop d'aliments, c'est pas forcément bon pour la santé. On dit souvent qu'il faut manger équilibré et varié. Donc, allez voir une diététicienne, travaillez sur votre équilibre alimentaire général, sur votre hydratation, sur votre rythme alimentaire et voyez justement si c'est nécessaire de mettre en place ce régime FoodMap aussi. Il y a une application qui existe, qui s'est fait par Monash University et c'est une application qui s'appelle Low FoodMap, mais on peut maintenant en trouver plein sur l'Apple Store. C'est une application qui est payante, mais elle coûte 8 ou 9 euros et c'est pas sous forme d'abonnement. En fait, on rentre le nom de l'aliment, il y a un système de code couleur. Donc, en fonction de l'aliment que je note, je vais avoir une gommette verte s'il n'y a pas de souci. Je vais avoir une gommette jaune si justement il y a quand même une restriction en termes de quantité parce qu'il y a un peu de FODMAP dedans. Mais voilà, en dessous d'une certaine quantité, il n'y a pas de souci. Donc, cette application est plutôt bien faite et ça les aide en fait quand ils font leurs courses, même au quotidien, parce que sur Internet, on peut trouver 10 000 choses, enfin tout et son contraire. Donc au moins, ils ont un petit point de... ils ont un support. Et là, on a beaucoup parlé de l'alimentation. Il y a aussi quelque chose qu'on essaye un petit peu de creuser sur le syndrome du côlon irritable, c'est le microbiote. Et on sait qu'on peut parfois arriver à agir dessus avec des compléments alimentaires comme des probiotiques, des prébiotiques. Est-ce que toi, Jules, il y en a certains que tu vas conseiller justement ? Oui. Les probiotiques, les prébiotiques, ça s'adresse aux gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable avec constipation et pas avec diarrhée. Il y a des formes multisouches, il y a des formes monosouches, et en fait, il y en a énormément dans le commerce, mais il n'y en a pas tant que ça qui ont fait des études robustes qui prouvent qu'on peut les prescrire. Moi, je prescris le plus fréquemment, je prescris une monosouche qui est Lactobacillus plantarum 299V. C'est précis. Voilà. C'est un avion. Parce que je trouvais que l'étude était bien. Après, il y a d'autres habitudes, il n'y a pas du tout de tort. Mais c'est vrai que le mieux, c'est que le probiotique soit prescrit par un gastro-entérologue parce qu'il saura s'il y a eu des études concrètes dessus ou pas. Parce que les probiotiques, c'est pas réglementé comme des médicaments. Et donc, n'importe qui peut les vendre. Enfin, n'importe qui. Il n'y a pas forcément besoin d'études d'efficacité pour les vendre. Donc, il y a beaucoup de souches qui sont probablement efficaces. Mais comme il n'y a pas eu d'études, on ne peut pas le savoir. C'est pas encore prouvé. C'est pas encore prouvé ou ça ne sera jamais prouvé. Et donc, il faut essayer de se concentrer sur les souches qui ont prouvé leur efficacité. Et les prébiotiques, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en vente libre, avec des études et sans des études, et donc il faut choisir celles qui ont eu des études, qui ont prouvé que ça marchait bien. Et tu conseilles le psyllium, on en avait parlé, il me semble. Alors moi je conseille beaucoup le psyllium, ça enrobe les sels et les gaz, ça les aide à mieux glisser, à mieux partir, donc je le prescris systématiquement dans le syndrome de l'intestin irritable avec constipation. Et paradoxalement, dans ceux qui ont la diarrhée aussi, on le prescrit puisque parfois ça permet de compacter les selles entre elles et donc les selles sont pas de meilleure consistance mais sont de meilleure fréquence et donc ça a quand même un bénéfice. C'est une herbe naturelle, ça s'achète. Ouais, ça c'est naturel. Enfin, il y a le psyllium blond, c'est en poudre. Et toi, tu conseilles de le conseiller comment ? Parce que moi, c'est vrai que ça c'était une question. Graines, poudre ou gélule. Ok. Les graines, ça s'apparente aux graines de chia.
Donc ça me paraît un peu plus compliqué à prendre, puis on en a dans la bouche, etc. La poudre ou les gélules, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent prendre des gélules pour que ça aille plus vite, et puis il y en a qui détestent avaler des comprimés, et qui préfèrent mélanger la poudre dans l'eau et boire le liquide, même si c'est pas très bon. Et c'est quoi en fait ça? C'est des téguments, enfin, c'est des fibres, ça vient d'où? C'est des une plante? fibres, c'est une plante, Ouais. c'est le plantain andin, je peux pas te dire exactement laquelle c'est, et c'est des fibres solubles non fermentescibles. Ok. Donc ça va pas fermenter, donc ça va te permettre aussi l'apport en fibres chez les gens constipés, sans fermentation, et donc ça permet de compenser hyper facilement ça, et on peut le faire comme ça, donc moi je le propose en général le matin à jeun, comme ça tout passe d'un coup dans le bol, dans les intestins. Mais j'ai des patients qui le prennent le soir et qui en fait grosso modo voient combien ils ont mangé de fibres ou pas dans la journée, et puis ils compensent avec des gélules plus ou moins en fonction. Et voilà. Ok. Donc là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des solutions alimentaires qu'on pouvait mettre en place, mais il existe aussi des solutions médicamenteuses. Ouais, alors oui, il existe des solutions médicamenteuses. Et la première chose à savoir, c'est que comme on n'a pas expliqué tous les mécanismes d'action, on n'a pas encore des médicaments qui agissent précisément dessus. Ça commence à sortir, mais ça n'existe pas en Europe. Donc c'est que aux États-Unis. Donc les nouveaux traitements, ils n'existent pas en Europe. On peut même pas les acheter sur Internet. C'est pas autorisé, quoi. D'accord. Ok. Donc Et ça fonctionne là-bas aux États-Unis, leur nouveau traitement? Ouais, ça marche mieux. Et puis ils ont ils sont très en avance aussi sur le SIBO. Donc la population microbienne, où ils ont des traitements et de la recherche qu'on n'a pas du tout en Europe. Mais du coup, on n'en parlera pas puisque on n'a pas le droit de le prescrire. Waouh! C'est dommage. Putain, mais c'est fou. Ouais, c'est dommage. Ouais. Et tu penses que ça pourrait arriver chez nous dans combien de temps? En fait, il y en a qui ont été autorisés en Europe, mais pas encore en France. Et puis il y en a qui ne sont pas autorisés en Europe. Et en fait, c'est une question d'études. Donc il y a des études qui ont été validées aux États-Unis qui ne le sont pas en Europe. Et à l'inverse, il y a des médicaments qui apparaissent en Europe et qui doivent refaire des études pour être validés aux États-Unis. Alors en général, les très grands laboratoires, ils calibrent pour que ça soit validé par tout le monde, mais quand c'est des plus petites entreprises, c'est pas, on c'est calibre dommage. plutôt pour le marché local. Ok. Donc on utilise les antispasmodiques classiques, on utilise la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle a plusieurs effets. Déjà, elle est antispasmodique parce qu'elle bloque les cellules musculaires lisses, c'est celles qui contractent les intestins. Elles ont probablement un effet sur les récepteurs sensitifs. Elles ont probablement un effet antimicrobien. Et donc, c'est une bonne solution. La menthe poivrée, elle est disponible dans plein de galéniques différentes. Nous, il y a un médicament qui est validé, qui est gastro-résistant, puisqu'en fait, la menthe poivrée trop forte peut faire des brûlures à l'œsophage ou à l'estomac et donner mal à l'estomac. Donc si tu as des personnes qui ont un intestin irritable avec en plus un peu de reflux ou des douleurs de gastrite, en fait ça va aggraver leurs symptômes. Donc nous on le fait comme ça. On utilise des laxatifs à base de PEG, de polyéthylène glycol, pour les syndromes de l'intestin irritable, constipation. Mais c'est pas dangereux de prendre des laxatifs comme ça en permanence. Enfin, tu me diras, c'est aussi dangereux du coup si la personne fait une occlusion intestinale, hein, bien évidemment, mais je pense que quand même le psyllium, ce que tu prescris en première intention, c'est quand même plus intéressant dans un premier temps. Et après, tu passes au laxatif si jamais ça fonctionne pas, c'est ça? Ouais, moi je fais comme ça. Ou alors je fais des systèmes de cure où en fait on prend une forte dose de laxatif pour un peu vider complètement quand on est très constipé. Et après, le psyllium peut marcher de manière plus efficace, paradoxalement, une fois que tout a été remis à zéro. Mais effectivement, le but, c'est de ne pas garder le PEG au long cours, même si y a des gens qui prennent ça depuis des années et il n'y a aucune conséquence sur leur santé. Hein. D'accord, donc c'était ça ma question, il n'y a Donc, pas de, y a pas Non, de c'est pas irritant, conséquences. y a pas de- Ok. Mais ça oblige à prendre des sachets pas très bons tous les jours. Oui. Dans les autres médicaments qui existent, pour ceux qui ont une part d'hypersécrétion d'acide biliaire, on donne des chélateurs des acides biliaires, donc ça bloque les acides biliaires. On peut donner des antibiotiques aussi pour ceux qui ont le syndrome de l'intestin irritable, diarrhée, avec une composante de pullulation microbienne. Donc ça, c'est un sous-type très particulier de patient. Il y a des traitements pour la perméabilité intestinale, et donc ça s'appelle la L-glutamine, et c'est le gel sectant. Et donc ça, c'est plutôt efficace dans les formes diarrhéiques, mais on les essaye dans toutes les formes, et parfois ça marche. Parfois ça marche pas, et en fait,
comme les patients ont plusieurs causes dans ce qu'on a vu tout à l'heure de physiopathologie et qu'on n'est pas capable de déterminer laquelle c'est, et bah comme vous, avec le régime où on essaye un peu tous les aliments, nous on essaye un peu tous les médicaments et on voit ce qui marche ou pas. On peut utiliser aussi des antidépresseurs tricycliques à très faible dose. Donc c'est plutôt efficace. On a du mal à le prescrire parce qu'il y a une connotation antidépresseur, dépression que les gens ne veulent pas. Nous, on utilise des doses très faibles. On utilise une dose qui va être 3 ou 5 fois inférieure aux doses antidépressives. Mais ça suffit à agir sur les récepteurs de la douleur et à avoir peut-être un effet antidépresseur à minima. Et donc ça permet d'améliorer. Bon, on en revient encore une fois sur le lien, voilà, je suis stressée. Enfin, on est toujours vraiment sur cet axe-là. Ouais. On n'a pas parlé de la prise en charge psychologique. Le triptyque de la prise en charge, médicamenteuse plus ou moins si ça marche, on les essaye. La prise en charge diététique et la prise en charge psychologique. Puisqu'on voit qu'il y a un lien direct avec son état psychologique. En France, c'est pas très développé, mais on peut faire une thérapie cognitivo-comportementale avec une psychologue. Et ensuite, ce qui a prouvé son efficacité aussi, c'est l'hypnothérapie. Ok. D'accord. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant. Donc c'est les deux prises en charge. Alors après, s'il y a, parce que des fois il y a des maladies psychiatriques associées, donc là c'est une prise en charge complètement autre. S'il y a une dépression, des maladies de l'humeur, des troubles de l'humeur, des choses comme ça. Mais ensuite, sinon, hors contexte, les deux qui ont prouvé leur efficacité, c'est ça, c'est l'hypnose et la psychothérapie cognitivo-comportementale. Ok. C'est quoi l'anecdote alors, je vais pas dire la plus drôle, parce qu'il n'y a rien de drôle dans le syndrome de l'intestin irritable, mais je sais pas, un cas patient qui vous a le plus marqué, quelque chose qui vous a peut-être touché sur le... Moi j'ai personnellement, donc je peux me lancer. Vas-y, commence. Ok. Moi, c'était une patiente, je dirais, d'une trentaine d'années. Alors, en fait, ça m'avait beaucoup touchée parce que... c'était peut-être la deuxième ou la troisième fois que je la voyais, c'était au cours d'un suivi. Et elle arrive en pleurant. Et donc, je lui demande dans un premier temps, est-ce que vous avez mal, là, actuellement? Et en fait, c'était pas forcément la douleur, là, à ce moment-là. Elle pleurait parce qu'en fait, elle avait plus de vie sociale. Enfin, elle me dit, bah voilà, j'ai 30 ans. Et j'ose même pas me lancer dans une relation amoureuse. J'ai plus de libido, j'ai plus rien parce que je suis tout le temps en diarrhée et ça me gâche la vie, ça me pourrit la vie. Je me vois pas avoir des relations sexuelles ou avoir un petit copain dans ces conditions-là. Donc c'est ça en fait quand on dit que ça impacte vraiment le quotidien, c'est que ça peut aussi avoir un impact sur la vie sexuelle, la vie personnelle, la vie sociale. Enfin c'est vraiment très handicapant quoi pour le coup. Moi j'ai un exemple. C'est peut-être un petit peu un contre-exemple du coup. C'est une patiente que j'ai suivie sur plusieurs années, effectivement qui était venue me voir en premier lieu pour un syndrome du côlon irritable qu'on a traité avec un régime FoodMap et ensuite je l'ai suivie plutôt pour une gestion du poids. Et en fait, elle est revenue me voir un peu plus d'1 an après pour, pareil, à nouveau gérer son poids, mais parce qu'elle était enceinte. Et il se trouve que pendant sa grossesse, il y a eu une forte diminution de tous les symptômes liés au syndrome du côlon irritable. Donc, on a essayé aussi de réintroduire des aliments qu'on avait mis de côté à la suite du régime FoodMap. Et en fait, elle avait une tolérance qui était incroyable. Et il se trouve qu'à la suite de son accouchement, on a gardé le même rythme alimentaire et elle n'a plus eu aucun souci au niveau digestif. Comme si finalement le syndrome du côlon irritable avait disparu pendant la grossesse et n'était pas réapparu par la suite. Alors on est toujours dans le doute qu'un jour il y ait de nouveau des symptômes qui se représentent, mais ça montre aussi à quel point cette maladie, on la connaît assez mal. On ne sait pas trop comment elle apparaît. Enfin, on a mis en place des causes et des déclencheurs, mais on ne sait pas non plus si elle peut disparaître et pourquoi elle peut disparaître. Ah, mais c'était une des questions d'ailleurs qu'on a reçues sur Instagram. Est-ce que le syndrome de l'intestin irritable, on l'a à vie ou est-ce qu'on peut, en fin de compte, s'en séparer définitivement? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Ça peut durer par phase de plusieurs années. Ça peut disparaître, ça peut ne jamais revenir.
Ouais, donc c'est assez incertain, encore une C'est fois. assez incertain. Ouais, c'est rare que ça dure 15 ans, 20 ans, ou alors probablement que ça l'est et qu'en fait on voit plus les patients parce qu'ils sont habitués à vivre avec Oui. et que du coup ils font plus de suivi médical ou diététique puisque ils ont enregistré comment lutter contre pour continuer la vie malgré tout. Où il y a de l'accoutumance aussi, Ouais, c'est ça, peut-être. bien sûr, ouais. C'est ça, hein, souvent je me dis, peut-être que la personne là, elle me dit que ses symptômes sont à 2 sur 10, mais peut-être que si on met ces symptômes-là, enfin ces sensations sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude de souffrir, peut-être que la personne est pliée en 4. On ne sait pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est marrant ce que tu dis sur la grossesse, parce qu'en fin de compte, regarde même le diabète gestationnel. Les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont un diabète gesta, et puis ça part ou non d'ailleurs, mais c'est vrai que ça reste un changement physiologique. En fin de compte, la grossesse au même titre que la ménopause ou autre, et du coup, c'est fou que ça puisse modifier. Après, est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être un état psychologique qui était différent? Une imprégnation hormonale très importante probablement, c'est ça qui est... Ouais. Parce que ça change beaucoup dans les maladies inflammatoires, maladies de Crohn et rectocolite. Le fait d'avoir une grossesse et après la chute hormonale après la grossesse crée des phases complètement différentes de poussée ou de rémission des maladies aussi. Donc c'est probablement ça qui joue. C'est Ouais. fou, Ouais. c'est beau, tu donnes la vie et ça te guérit en même temps. C'est un peu genre, tu sors ton enfant, Non, mais... ça dépend des maladies. Ouais, ok, bon. Je voulais tirer le positif là pour... Et en fait, à la suite de cette prise en charge, j'ai mis en place quelque chose que je faisais pas avant, c'est-à-dire que quand je recevais des patients, on mettait en place le régime Food Maps. Voilà, on arrivait avec une liste d'aliments qui était définie, qui pouvaient être à l'origine des symptômes, et basta. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que ces patients-là, j'essaye de les revoir une fois par an, et en fait, de leur expliquer que 1 mois avant notre rendez-vous, ils essayent de réintroduire ces aliments à nouveau, puisque finalement, on ne sait pas si ils y sont encore sensibles ou pas. Oui, tout à fait. Il y a une variation de tolérance des aliments entre les personnes et aussi dans le temps pour la même personne. Est-ce que c'est une association de plusieurs aliments qui fait qu'ils le tolèrent moins bien à ce moment-là? Est-ce que c'est une phase de leur maladie qui est différente sur le plan physiopathologique qui fait qu'ils vont être plus sensibles à tel type de oligosaccharides ou pas? C'est ça. Du coup, de toute façon, quand on va pas bien, il faut essayer plusieurs approches. Donc là, on l'a bien vu, hein, on a une approche du coup qui peut être alimentaire, une approche qui peut être avec des compléments alimentaires, mais également des médicaments. Le tout, c'est d'être surtout bien accompagné pour justement essayer de vivre mieux avec votre syndrome de l'intestin irritable, parce que bon, on ne sait pas si du coup c'est à vie ou non. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut améliorer les symptômes. Donc merci Jules Berthaud, Bah, de rien. gastroentérologue. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est des plaisirs partagés et Et on puis se dit à bientôt. à bientôt pour le prochain épisode sur le syndrome des ovaires polykystiques. C'est ça.